Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie et avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir ensemble une nouvelle fonctionnalité de Lightroom 6, j'ai deux nouvelles pour vous et la première, elle est énorme. Énorme. Et elle est devant vous. Non mais attendez, c'est pas moi. Regardez autour. C'est le nouveau tommigauxphotographie.com. Redessiné de la cave au grenier, rien pour vous. Alors, que vous soyez dans le bus, dans le RER, dans le métro, où que vous soyez, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez aller sur le tommigauxphotographie.com. L'expérience sur les appareils mobiles, elle est comme pas d'une. Sublime, sublime. Et vous remarquerez maintenant les couleurs, c'est un peu mieux. J'aime le mauve. Voilà. Alors pourquoi iriez-vous sur le tommigauxphotographie.com? Vous pourriez vous le demander, petits ingrats. Eh bien, parce qu'il y a plein d'informations. Alors, si vous vous demandez c'est qui ce type-là sur YouTube à nous parler de photos là depuis 2012, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui celui-là? Eh bien, regardez, vous verrez le travail que je fais. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? Comme toutes les vidéos depuis 2012, il y a toujours eu un article décrit sur le blog pour vous donner plus de détails. Eh bien sûr, on le retrouve alors sous les stages photos que je fais ici en Écosse. Vous retrouvez le blog, vous retrouvez bien sûr toutes les vidéos classées par année. Vous avez aussi la possibilité de m'envoyer vos œuvres. Alors si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, elle est toute neuve. Vous postez vos photos, là vous choisissez si vous voulez que je critique ou que je retouche. Et puis dans une vidéo future, eh bien je vais faire, vous vous rappelez la série 5 minutes de retouche ou critiquer les photos? Eh bien voilà, ça va servir à ça. Alors là j'attends d'avoir un peu plus, et puis j'espère en sortir une tous les mois. Donc vous pouvez faire ça. Ensuite, dans l'éducation, bien sûr, on a le blog avec les articles. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? Vous retrouvez les mots-clés ici, écrits en français. Petit vénard. Et puis là, si on clique sur un article au hasard et qu'on descend, qu'est-ce que vous remarquez? Ah, rien? Regardez de plus près. Toujours rien? Eh, c'est pas du français à la gogole, ça. C'est du français à la Tom. Et oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, tous les articles que je poste sur le blog, eh bien, je les écris en anglais et en français. Et oui, monsieur, en français, pour vous. Alors, la chaîne, elle avait déjà changé. Je vous ai fait une chaîne rien que pour vous, francophone. Maintenant, vous avez un blog rien que pour vous, en français. Ah, ça s'arrête pas là, hein. Non, ça s'arrête pas là. Maintenant, regardez ce que vous avez en haut. L'article, vous pouvez mettre des étoiles. Ouais, attendez, c'est pas tout, parce qu'il faut lire l'article. Vous lisez l'article, voilà, vous allez apprendre des choses. Et puis, vous le partagez avec vos amis, hein. Partagez avec vos amis, et puis, s'il y a des choses que vous comprenez pas, mais laissez-moi un commentaire, c'est tout nouveau, puis votre commentaire il apparaîtra, et puis la prochaine fois, la prochaine personne qui va lire le blog, elle va lire votre question, puis elle va lire ma réponse, puis elle va apprendre davantage. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Hein? Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien sûr, il y a 182 articles. Je suis pas un robot, hein? Ça met du temps à traduire tous les anciens articles. Alors, quand vous tombez sur un article qui est en anglais, vous pouvez lancer la traduction. Là, c'est Google qui va la traduire. C'est pas terrible, c'est mieux que rien. Et puis quand vous retombez sur un article, vous savez qu'il a été fait après le 30 avril, pour faire annuler la traduction. Parce que Google qui essaie de faire la traduction en français d'un article français, faites-moi confiance, c'est lunaire. Alors là, vous pouvez annuler, vous avez une meilleure expérience. Donc voilà vraiment le gros changement du blog. Alors, j'en ai fait quelques-uns, les articles. J'ai refait tous les articles jusqu'à au premier article sur Lightroom 6. Voilà. Le plus grand changement de tommigauxphotographie.com. J'espère que vous aimez. Mettez-moi un pouce. Ça mérite un pouce. Ça mériterait même deux. Hein? Et puis, j'en profite, on parle de pouce là. Je voudrais remercier une personne, et je vais être un petit peu sérieux pour une seconde. Il y a une personne que je dois remercier qui, depuis, je pense, 1 an de ça, s'est abonnée à ma chaîne, comme vous. Et qui ne s'est abonné à ma chaîne que dans un seul but, de me mettre toujours un petit pouce vers le bas pour toutes les vidéos que je publie. Alors, quel que soit le sujet, que je parle de moi ou que je parle d'une fonctionnalité, quel que soit le travail que je fais, me met toujours un pouce vers le bas. Alors, je voudrais te remercier, toi, mon cher, ou ma chère, mais j'aime à croire qu'une personne d'une grandeur d'âme aussi élevé que la tienne, tu ne peux être qu'un garçon. Alors je voudrais te remercier de ton soutien, car grâce à toi, j'ai eu un autre abonné. Alors continue à me remettre un peu les pieds sur terre, et continue avec un pouce vers le bas. Mais pour vous autres, hein, faites la balance et mettez-moi un pouce vers le haut, quand même. Hein? Petit con. On continue. Ça, c'était le Tom Migaud Photographie
Alors la deuxième nouvelle que je vous ai annoncée, et je continue à être un petit peu sérieux. Depuis 2012, je publie du contenu sur YouTube et sur le blog Rien que pour vous. Mon but, il est clair, j'ai une passion pour l'éducation. J'ai une passion pour transmettre mon savoir et mon amour de la photographie. Je veux que tout le monde en profite. Je veux que tout le monde regarde mes vidéos. C'est pas la Gestapo, mais c'est presque. Voilà, tout le monde doit voir mes vidéos. Et donc, il est hors de question que je fasse payer pour avoir accès à mes vidéos. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités dans YouTube au fil des ans. La publicité, vous avez remarqué qu'il y a des publicités qui s'affichent lors de mes vidéos. Voilà, ça aide à contribuer à mes efforts et au coût que ça, de produire autant de contenu, de faire les vidéos, d'acheter du matériel, etc. Ça prend du temps et de l'argent. Donc ça, les publicités aident. Il y a des nouvelles fonctionnalités dans YouTube qui permettent maintenant de faire payer les gens pour voir des sortes de vidéos à la demande, mais payantes. Et je m'y refuse. D'autres collègues ont décidé d'utiliser ce principe-là. Je m'y refuse. Je veux encore une fois que vous soyez le plus grand nombre à continuer à utiliser tout ce que j'ai à vous donner. Voilà. Néanmoins, comme je disais, j'aimerais prendre la chaîne, la faire évoluer. Et il va y arriver à un moment donné où j'aimerais bien faire beaucoup plus de vidéos en extérieur. Vous savez que je publie pas mal de contenu à l'extérieur, je m'efforce de le faire, mais je voudrais aller encore plus loin. J'ai la chance de vivre dans ce pays magnifique qu'est l'Écosse, et je voudrais vous le faire partager. Alors, tout ça, ça a un coût, coût d'essence en principal, et donc pour pouvoir améliorer la chaîne, pour pouvoir améliorer mon micro par exemple, parce que j'ai un micro cravate sans fil, mais je suis obligé d'être à 4 mètres de la caméra, donc ce qui est pas pratique. Donc voilà, tout ça pour pouvoir améliorer la chaîne et le contenu et les épisodes, peut-être filmer en 4K aussi, pour améliorer les vidéos, tout ça pour vous, eh bien ça a un coût, et j'en appelle donc à votre générosité. Alors, une façon très simple, et très intelligente, je trouve, c'est sur Tipeee. Alors vous avez le lien qui s'affiche sur votre écran et également dans la description. C'est très simple. Alors vous avez tout un explicatif de pourquoi je fais cette page-là. Vous pouvez donner. Le principe, c'est vraiment du pourboire. Un tip en anglais, c'est le pourboire. Vous pouvez donner 1 euro, que ce soit tous les mois, comme ça, ou bien en une seule fois. Vous pouvez donner 1 euro une seule fois, ce que vous voulez. Ne vous ruinez pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais ça ferait plaisir, ça aiderait à améliorer la chaîne. Et puis, il y a des contreparties directes que je voudrais offrir à ceux qui se sentent une âme charitable. Alors, la première, c'est si vous me donnez 1 euro, eh bien, je ferai en sorte toujours de vous faire mention dans mes vidéos. Voilà. Tout acte de générosité mérite d'être reconnu. Donc voilà le premier pour 1 euro. Si vous avez 5 euros à donner, eh bien à ce moment-là, vous pourrez me poser une question directement et je vous promets d'y répondre dans l'épisode ou dans les épisodes en fonction du nombre de questions qu'il va y avoir. Je vous promets d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Si vous donnez 15 euros, à ce moment-là, vous avez la possibilité de m'envoyer une photo, celle que vous choisissez, et je vous fais une retouche, et je vous enregistre cette retouche, et je vous donne le lien à vous, exclusivement à vous, voilà, rien que pour vous. Et si vous allez jusqu'à 30 euros, eh bien, on peut avoir 1 heure sur Skype, vous et moi, et je réponds à toutes vos questions, je vous donne tous les conseils, petit cours photo, voilà, on fait ce que vous voulez pendant 1 heure, et bien sûr, tout ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous donnez 5 euros, vous avez droit à ce que 1 euro vous donne, si vous donnez 15, vous avez droit à aux 5 euros, et aux 1 euro, si vous donnez 30, vous avez droit à tout le reste. Voilà, alors comment ça fonctionne? C'est très simple, hein. Vraiment, vraiment très simple, vous pouvez choisir ici le montant de ce que vous voulez, vous appuyez sur type, vous confirmez ce que vous voulez, alors là, par exemple, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez, vous confirmez votre type, et là vous avez une page. Alors vous pouvez vous authentifier Facebook ou YouTube. Là je vais faire YouTube. Alors il va me le mettre automatiquement en anglais, alors je vais vous changer la page en français, voilà. Et puis vous pouvez donc choisir soit 1 euro par mois, ou soit en une seule fois. Vous me laissez un petit message, ça fera plaisir de savoir qui a une âme généreuse, vos coordonnées, et puis vous pouvez payer par PayPal. Et si vous n'aimez pas PayPal, à ce moment-là vous pouvez toujours payer avec la carte de vos choix. Voilà, il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'est de vous à moi, et tout don sera nettement apprécié. Voilà, donc c'est tout pour les informations. Maintenant on passe en contenu un peu moins sérieux et très intéressant, je l'espère. Alors aujourd'hui nous allons voir la fusion
panorama. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un panorama? Alors un panorama, en fait, c'est l'assemblage de plusieurs photos qui ont été prises l'une à côté des autres, et puis une fois qu'on l'assemble, eh bien ça nous donne une seule et même image qui ressemble à un panorama, donc une photo assez grande. Voilà. Alors le principe dans Lightroom, c'est la même chose que pour le HDR que nous avons vu dans l'épisode premier, c'est-à-dire on a notre image, on n'a pas besoin d'être dans le module de développement, on peut le faire à partir de bibliothèque, et puis on les sélectionne toutes, et puis ensuite on fait fusion de photos et on choisit panorama. Alors qu'est-ce qu'on faisait avant Lightroom 6? C'est bien, si vous aviez la chance d'avoir Photoshop, vous pouviez faire modifier dans et fusion de panorama dans Photoshop, tout comme le HDR, ou bien si vous aviez des plugins, eh bien vous pouviez les accéder peut-être à partir de Lightroom, ou bien vous exportiez à partir de Lightroom, et puis vous utilisiez vos différents produits qui pouvaient faire du panorama. Est-ce que ces produits-là sont mieux ou moins bons que la fonction que nous allons voir maintenant? Je vous laisse juger ça. En fait, moi, je considère qu'à partir du moment où vous êtes cette fonctionnalité dans Lightroom, eh bien, c'est bien parce qu'elle est dans Lightroom. Voilà, vous n'avez pas besoin d'autres fonctionnalités. Après, les autres ont à tester, c'est comme tout. Voilà. Donc, on fait fusion de photos, panorama ou bien CTRL-M, et là, nous avons la fenêtre. C'est la même fenêtre que pour le HDR, si vous remarquez. Et, alors, je vais la réduire un petit peu. Hop, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a notre prévisualisation, on a notre aperçu. Alors, l'aperçu peut s'agrandir. Alors, sur mon écran, ça va pas s'agrandir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une taille limite pour cet aperçu. Si vous avez la chance d'avoir un écran haute résolution comme le mien, qui est le 5K de l'iMac, en fait, le côté le plus long de votre aperçu va être 2048 pixels. Mais si vous avez un écran plutôt standard, qui n'est pas de haute résolution, à ce moment-là, votre maximum de longueur pour le plus long côté va être de 1024 pixels. Voilà, donc c'est petite chose à savoir, voilà. Alors on a cet aperçu là qui est quand même pas mal du tout. Alors avant d'aller plus loin, vous remarquez qu'il y a une option ici qui est cochée, qui est le recadrage automatique. Alors c'est la même chose que le cadrage dans le module développement, c'est-à-dire que même quand on l'active ici, vous ne détruisez rien. Si vous n'êtes pas content avec le résultat, vous pouvez toujours retourner dans le module de développement pour le changer. Là, pour vous expliquer ce qui vient ensuite, je vais le désactiver. Et vous voyez en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a cadré votre photo pour retirer la partie blanche. Mais comme ça, on voit bien le mécanisme derrière cet assemblage de photos. Alors, nous avons 3 projections. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par projection? Alors, projection, en fait, c'est le procédé utilisé pour assembler ces photos. Et il y en a 3 parce que ça dépend du contexte de votre panorama. Alors le sphérique, ça correspond à quoi? Le sphérique, ça correspond à en fait l'intérieur d'une sphère. Et pour ça, ça rend cette option assez bonne quand vous faites des photos panoramiques de 360 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous allez prendre plein de photos sur 360 degrés. Voilà. Vous mettez tout ça dans Lightroom et vous faites un panorama. Voilà. Alors là, vu que ce type d'assemblage, ça correspond bien pour les 360. Donc, à tester. Ensuite, vous avez cylindrique. Alors, pour vous montrer l'effet, la différence entre sphérique et cylindrique, je voudrais que vous regardiez une chose. Je vais réduire cette taille-là. Et puis, je vais... D'ailleurs, je peux l'ouvrir de ce côté-là. Vous allez voir la photo qui est juste à côté. Attendez, je ne vais pas réduire d'autres parce que sinon, je ne vais pas pouvoir accéder au bouton. Ça serait con, non? Voilà. Là, regardez ce rocher ici. Vous le voyez? Eh bien, c'est la même chose que ce rocher-là. Alors, c'est assez curieux parce que le rocher que vous avez dans l'original, il est un peu plus rond et puis un peu plus gros. Là, il a l'air d'être un peu aplati. Alors, regardons ce qui se passe quand on choisit cylindrique. Alors, vous voyez là, le rocher il ressemble plus à l'original. Et en fait, votre photo, on dirait qu'elle a été tirée. Alors, en fait, cylindrique, c'est quoi? Il faut considérer que votre assemblage se fait comme si vous étiez à l'intérieur d'un cylindre. Donc, il va avoir tendance à tirer un peu plus vers le haut. Et c'est conseillé quand vous avez des photos qui ont été prises avec un grand angle. Alors ici, il est clair pour moi que cette rendition, j'allais dire, ce rendu est beaucoup mieux que le sphérique par rapport à cette photo. Peut-être parce que j'ai utilisé un angle assez grand, puisque j'ai pris 32 mm, donc c'est pas le plus grand non plus, mais c'est un grand angle. Donc est-ce que ça vient de là? Peut-être. Et on a un dernier qui est le perspective. Alors perspective, quand on clique sur cette image-là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors Adobe, si tu nous écoutes Adobe, pourquoi ça ne marche pas? Explique-moi. Je crois que je vais appeler le support. Alors là, ça marche pas, mais je vais vous montrer dans une seconde avec un autre exemple de photo.
Vous allez voir vraiment le détail. Perspective, en fait, ça a pour but de regarder les lignes et de faire en sorte que ces lignes soient droites, alors qu'elles soient verticales ou horizontales, qui fait un choix très bon pour tout ce qui est panorama d'architecture, voilà, dans les villes, les bâtiments, etc. Ensuite, vous remarquez, vous avez une option en haut, là, sélectionner automatiquement une projection. Alors là, en fait, c'est vous abandonnez tout. Vous abandonnez le navire, vous êtes là et vous dites, Captain Phillips, tu vas pas naviguer le bateau va se naviguer tout seul, et ça va nous rappeler un peu le bateau en Méditerranée. Voilà, il va faire plouf. Là, je dis pas que ça va pas marcher. Moi, personnellement, à chaque fois que je l'ai sélectionné, eh bien, il se passe toujours la même option, c'est-à-dire que Lightroom choisit sphérique. Pourquoi? Est-ce que ça vient de la méthode que j'utilise, de l'objectif que j'utilise? J'en sais rien, mais il choisit toujours celle-là. Bon, moi, on sait dans cet exemple-là que sphérique, ça ne me plaît pas, donc je choisis cylindrique. Et puis, une fois l'aperçu créé, voilà, je vais quand même cliquer là-dessus, il me fait un cadrage après, sympa, et puis je vais faire fusionner, voilà. Et là, ça me balance une tâche de fond, vous la voyez en haut à gauche, voilà, et pendant ce temps-là, ben, je peux parler et je peux faire autre chose. Une chose que je voulais vous montrer, c'était les projections. Alors, voilà. Quand j'ai fait la vidéo sur là où j'essayais d'enseigner aux moutons dans les collines, je savais que je devais faire cette vidéo sur le panorama, et donc du coup j'ai dit bon, je vais prendre trois clichés comme ça vite fait pour illustrer le principe. Seulement, à chaque fois que je prends des photos de paysages, je mets toujours mon appareil sur le rendu 16 neuvième, pardon. Et donc du coup j'ai oublié de le changer. Et comme j'ai oublié de le changer, mais quand j'ai fait mes photos mode orienté portrait, vous remarquez qu'on se retrouve à avoir des photos qui sont en fait en 16 neuvième, et donc c'est un petit peu absurde, mais bon, vous allez quand même comprendre le principe. Donc là, c'est le rendu sphérique. Vous vous rappelez, sphérique, une sphère, voilà. Vous remarquez que la montagne, enfin cette colline là, elle a l'air assez proche de vous, et que la photo est assez, on va dire, assez coincée. Et vous voyez bien que j'ai pas fait de crop, j'ai pas recadré, etc. C'est vraiment sortir du panneau. Ensuite, on va passer au cylindrique. Alors, cylindrique, regardez ce qui se passe. La montagne s'éloigne un petit peu plus, et le rendu est pas mal. On a l'impression d'avoir un peu plus de scène, d'ailleurs, de part et d'autre sur le côté. Et alors là, perspective, eh bien, ça fonctionnait. Et vous voyez, on a cet effet de nœud papillon, en fait. Et comme je dis, il va s'assurer à ce que les lignes soient droites. Les lignes qui détectent. Bon, là, il n'y a pas forcément de lignes. Je crois qu'il se passe peut-être sur l'horizon. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas la même vue au niveau de la colline. Là, elle a l'air un petit peu plus loin. On a un effet plus grand angle qu'auparavant. Voilà. Donc c'est à vous de choisir en fait quel est le rendu qui correspond le mieux à vos attentes. Moi personnellement j'aime que mon rendu final reflète la réalité des choses. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai comparé avec l'image originale. Voilà, donc là il nous a fait le panorama, on revient dans notre répertoire et puis on a notre panneau qui est ici. Alors là il va nous faire le rendu et vous allez voir, on va voir ce que ça donne. Eh bien c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et puis, je voulais vous montrer, parce que cette ville-là, ces photos-là que j'ai prises, je les ai faites la veille, c'est-à-dire hier. Et je mens pas, regardez la date. Le 9 juin, le 3 juin, pardon. J'ai abusé de whisky, je crois. Le 3 juin, je l'ai fait hier en fait. Je suis allé à cette ville qui s'appelle North Berwick, qui est à l'est d'Édimbourg, le long de l'estuaire, pas très loin de la mer du Nord, à l'embouchure. Et donc, j'ai eu de la chance que c'était la marée basse. J'ai pu aller sur un îlot fait de rochers et j'ai pu prendre donc cette vue qui est assez incroyable, où on a l'eau, la plage et la ville. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, ce que vous voyez derrière, au fond, je vais zoomer. Alors, je vais zoomer même davantage. Voilà, à 2 sur 1, peut-être que vous allez pouvoir le voir une fois qu'il a fini de charger. Juste pour une petite info comme ça. Il y a beaucoup d'infos, voilà. Ici, il y a une petite arche. Et en fait, cette arche-là, eh bien, c'est une mâchoire de baleine. Au moins jusqu'à en 2007. En 2007, en fait, ils ont déplacé la mâchoire de baleine et ils l'ont envoyée à Édimbourg, au musée où elle réside toujours. Ils l'ont remplacée par une copie en plastique, voilà, pour l'instant. Mais c'est une bonne petite balade là-haut avec une grosse vue entre l'estuaire et puis la mer, voilà. À conseiller, venez me voir. Donc voilà pour le panneau. Il y a deux choses à savoir. Il y a une limitation de taille, c'est-à-dire que si vous avez envie de prendre 500 photos et puis de faire un panorama avec ça, il y a des chances que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait la limite dans Lightroom pour le panorama, c'est que le côté le plus long ne doit pas dépasser 64 000 pixels. Vous m'avez entendu?
64 000 pixels. C'est énorme, énorme. Alors si vous dites, ouais, ça va passer et tout, pensez au 360. Ou je crois que Sylvain aussi, mon ami Sylvain, là, avec son petit réflexe, qui a essayé de faire du panorama avec 36 000 photos. Eh bien, pareil, si on abuse un peu trop de photos, eh bien, ça risque de ne pas passer. Sinon, il y a aussi une autre limite. L'autre limite, c'est que la photo résultante ne peut pas dépasser les 512 mégapixels. Donc, 512 millions de pixels. On ne peut pas dépasser ça dans le résultat du panorama. Alors ça, c'était le panneau. Et puis, une chose que je ne vous ai pas précisée. Cette photo-là de panorama, c'est un DNG, c'est un fichier RAW. Ce n'est en aucun cas un fichier virtuel, puisque d'ailleurs si je clique là, vous le voyez, on va le voir dans le navigateur, elle est là, elle fait 296,5 MB, donc c'est un véritable fichier. Ce qui veut dire que si j'applique des modifications ici au panorama, ça ne va pas changer mes photos initiales, et inversement, si je change les photos initiales, ça ne va pas changer mon panorama. Par contre, ça amène à une question. Est-ce qu'il vaut mieux faire ces développements sur ces photos initiales ou faire ces développements après au panorama? Eh bien, en fait, dans Lightroom, la majorité des modifications que vous pouvez appliquer dans le module de développement à vos photos initiales, si vous utilisez ces photos-là après et que vous essayez de faire un panorama, eh bien, ces modifications-là ne vont pas être prises en compte. Donc je pourrais vous faire un test vite fait, il suffirait de faire un module radial, un filtre radial, je vous fais un rond, et puis vous allez voir qu'après, au final, il disparaît. Faites le test, vous verrez. Donc il ne prend pas ces données-là. Par contre, Lightroom sait que pour avoir un meilleur rendu du panorama, de l'assemblage donc, il vaut mieux utiliser la correction d'objectif. Vous savez, c'est dans le module de développement, je vous le remontre ici au cas où vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est sous correction de l'objectif, et là, vous avez activé le profil de correction. Ici, il est décoché parce que c'est la photo résultante, mais ce que fait Lightroom quand vous appliquez l'option de fusion de photo, en fait, il va automatiquement chercher un profil qui correspond à l'objectif utilisé pour cette photo-là. Il va appliquer ce profil-là avant de faire l'assemblage automatiquement, même si vous ne l'avez pas sélectionné auparavant. Donc voilà la chose que je voulais vous préciser. Alors là, on a parlé de panneau, mais on pourrait très bien combiner le HDR au panneau. Alors, pour le HDR, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu utiliser les mêmes photos, ces photos-là, pour faire du HDR. Alors comment je me suis pris? La dernière fois, dans une vidéo, je vous ai parlé qu'on pouvait faire un faux HDR à partir d'une seule et même photo, à partir du moment où c'est un fichier RAW. Alors j'ai vu, il y a eu des commentaires, Pierre-Alexandre avait commenté, il y avait Sylvain qui avait commenté, et il y avait d'autres personnes qui avaient commenté. En gros, tout le monde avait plus ou moins raison. Parce que j'ai jamais dit qu'un HDR, tel que prendre 3 photos différentes, 3 fichiers RAW différents, et faire la fusion d'images pour faire un HDR, ce n'est pas la même chose, on n'obtiendra pas le même résultat si on utilise un seul fichier RAW que l'on modifie. Et je vais vous expliquer comment on le fait dans une seconde. On ne peut pas obtenir le même résultat, c'est normal, puisque vous avez la plage dynamique d'une seule photo, même si vous la modifiez pour créer les 2 autres photos, toute cette information-là était déjà présente dans une photo. Alors que si vous avez 3 photos prises différemment, avec 3 expositions différentes, ça veut dire que la plage dynamique, en fait, elle est la même dans les 3 photos, mais elle n'est pas au même endroit. Ça veut dire qu'il va y avoir une photo où la plage dynamique va aller vers la droite, vers la gauche, pardon, une qui va être plus vers le centre, et une qui va être plus vers la gauche. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à avoir ce qu'on appelle le HDR, donc la plage dynamique haute. Et donc, vous pouvez mimiquer dans le principe avec un seul fichier RAW, mais vous ne pouvez pas obtenir le même résultat. Voilà, j'espère que ça clôt le sujet à ce niveau-là. Alors, comment j'ai fait ici? En fait, j'ai pris ces fichiers-là, ceux-là, hein, bien sûr pas celui-ci, ces fichiers-là, et j'ai créé des copies virtuelles. Alors, comment j'ai fait ça? En fait, vous faites un clic droit, hein, créer une copie virtuelle, voilà. Après, j'en ai même créé une deuxième. Et puis, je suis allé dans le module de développement. Et donc, je me retrouve avec 3 photos jusqu'à présent qui sont les mêmes. Alors, ce que j'ai fait, eh bien, dans la copie virtuelle, dans une des copies virtuelles, eh bien, en fait, je suis allé dans le module ici de réglage de base, et dans exposition, eh bien, j'ai fait 2. Voilà, donc je me retrouve avec une image surexposée à 2 arrêts. Après, je vais à l'autre copie virtuelle, et puis au lieu de 2, eh bien, je fais -2. Voilà. Et là, je me retrouve dans une photo qui est sous-exposée à 2 arrêts en dessous. Et donc, au final, je me retrouve, si je remets la photo là, je me retrouve avec, alors hop, comme ça,
la version originale qui est ici, la version surexposée qui est ici, et la version qui est sous-exposée. Ici, je les ai déplacés rien que pour vous expliquer, hein, vous n'avez pas besoin de les déplacer. Et en fait, pour faire un HDR, eh bien, il me suffit simplement de sélectionner ces trois, comme on a vu dans les épisodes précédents, fusion de photos, HDR, et ça nous crée un HDR. Alors, j'ai fait cet exercice-là, et j'ai obtenu ceci. Donc, vous voyez mes fichiers HDR de chacun. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend tous ces fichiers HDR, on fait un clic droit ou un CTRL M, et on fait un panorama. Et on obtient donc ce fichier-là. Voilà un fichier. Alors, ça a appliqué la méthode de HDR, ça ne veut pas pour autant dire qu'il a la plage aussi dynamique qu'un HDR si on avait utilisé plusieurs fichiers RAW à la place. Voilà. Mais j'aime beaucoup le résultat, je trouve que c'est pas mal. Et à partir de là, on peut maintenant appliquer des développements. Alors, ce que je ferai, c'est sûrement assombrir un petit peu le ciel, faire ressortir un peu de clarité, baisser les hauts, et puis voir ce que ça donne, peut-être remonter un petit peu de bleu dans l'eau. J'aime bien la transparence là, ça donne pas mal. Alors je vais simplement déplacer ce fichier dans le répertoire des singles, voilà. Et puis on a donc nos deux fichiers, je vous le montre l'un à côté sur l'autre. Donc vous voyez bien le HDR en haut et celui d'original en bas. Je trouve que c'est pas mal, sorti sans faire trop de développement dans Lightroom, sans pousser 36 sliders. Je trouve que c'est une méthode assez simple, à la portée de tout le monde, et le résultat me plaît assez. Alors vous remarquez qu'il y a une petite différence quand même dans le cadrage, et je dois dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ça vient, j'ai fait plusieurs tests, je suis toujours retombé comme ça. Ils ont utilisé les mêmes projections, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, en tout cas le résultat est quand même nettement intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, postez-moi un commentaire sous la vidéo, ou bien postez bien sûr sur le tommygophotographie.com si vous irez dans le blog. Bien sûr, il y a le lien comme d'habitude dans la description de la vidéo, et puis je posterai peut-être le lien là sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer directement. Voilà, et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tommigo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, faites-en un panorama peut-être, et puis testez la nouvelle version de Lightroom 6. Ciao.